Voyage en récit, Karine Briand et Geoffroy Scrive. Karine Briand, vous êtes astronome. Nous nous retrouvons dans votre bureau ici à l'Observatoire de Paris. En tout cas, ce sont des locaux qui appartiennent donc à cet observatoire. Observatoire qui, il faut sans doute le rappeler, existe depuis la fin du XVIIe siècle. Il me semble que cela a été fondé juste après l'Académie des sciences. Donc nous sommes là dans les années 1666. Je crois qu'il date de 1667. Nous pourrons revenir sur ces éléments historiques, avec évidemment la Révolution française qui passe ensuite, et puis tous les événements du 19e puis du 20e siècle, notamment à travers les différentes guerres. J'ai cru comprendre que le directeur de l'observatoire ici, jusqu'en 1943, était un juif qui a tenu à continuer son travail et qui s'est fait arrêter, parti à Auschwitz, sans en revenir. Mais nous sommes ici pour parler effectivement du travail au quotidien que vous menez. Vous êtes donc astronome, on va donner quelques éléments pour situer un petit peu. En 86, vous passez ce qu'on appelait à l'époque le DUG. Vous avez une licence de physique appliquée. Vous vous intéressez donc au Soleil. Nous nous sommes vus à Brest parce que vous étiez venu présenter votre laboratoire dans le cadre des missions dévolues au service océanographique de la Marine, notamment pour les émissions de messages de sécurité nautique dans la zone Navaria 2, parce qu'il peut y avoir des interactions entre les émissions satellitaires et les activités solaires. Vous êtes intéressé donc par le Soleil, le vent solaire et les relations entre le Soleil et la Terre. Alors évidemment, la question la plus immédiate, peut-être pour les enfants qui nous écoutent, c'est « mais ne connaissons-nous pas tout justement à propos de cette étoile qu'est le Soleil que tous les hommes de cette planète ont pu voir un jour ?» Heureusement pour nous, non. On ne connaît pas encore tout. Loin s'en faut. On connaît les grandes lignes, bien évidemment, mais le Soleil est une étoile, c'est l'étoile la plus proche que l'on a, donc il va nous servir un peu de test pour d'autres étoiles, au moins pour certains types. Le fait qu'elle soit très proche de nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas sur les autres étoiles, et en particulier son activité solaire, donc ce qu'on appelle l'activité solaire de temps en temps. Il y a des éruptions qui ont lieu sur le Soleil. Et l'origine de ces éruptions, pourquoi ça se déclenche, c'est encore quelque chose d'un petit peu mystérieux. Et pourquoi ça nous intéresse, outre l'aspect scientifique à proprement parler, c'est aussi parce que ces éruptions peuvent avoir des répercussions dans l'environnement de la Terre et sur les infrastructures qui s'y trouvent, non seulement dans l'espace, mais aussi au sol. C'est assez surprenant. On pense bien sûr aux éruptions, ça envoie des particules, ça envoie du rayonnement, donc on se dit les satellites vont être impactés, mais pas que. Non, et en fait, on peut avoir aussi des circuits électriques, des centrales électriques qui sont touchées. On peut avoir les personnels navigants en vol qui vont être aussi impactés par ce genre d'éruption. Donc les avions de ligne, vraiment. Les avions de ligne, tout ce qui vole. En fait, ligne ou pas ligne, les avions civils ou pas civils, peu importe. Tout ce qui va voler à une certaine altitude. Donc plus on est haut, plus on va être impacté. Jusqu'à, disons, 15 km. Tout ce qui est aviation, vraiment, peut être impacté. Donc on essaye de comprendre comment est-ce que ces éruptions solaires peuvent se produire pour essayer de les prévoir et aviser qu'il faut pour des répercussions possibles de ces éruptions solaires. Parce qu'on observe des cycles d'éruptions. Il y a des passages de la vie du Soleil où il en émet moins, d'autres au moment où elles sont plus nombreuses. Et on ne sait pas exactement pourquoi ce rythme. Déjà, il faut peut-être revenir sur le fait que le Soleil n'est constitué que de gaz. Voilà, le Soleil, c'est une grosse boule de gaz. Il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de solide. Non, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de solide. Donc le rayonnement que l'on voit, un point qui est intéressant, c'est que le rayonnement que l'on voit a été finalement émis au cœur du Soleil il y a près d'1 million d'années. Donc la lumière que vous recevez actuellement a été émise du Soleil il y a 8 minutes, mais créée au centre du Soleil il y a près d'1 million d'années. Et le milieu est tellement dense que l'énergie qui a été créée en son centre met beaucoup de temps pour pouvoir sortir. Et une fois qu'il peut sortir, il met plus que 8 minutes pour parvenir du Soleil. Mais cette énergie a été créée il y a près d'1 million d'années au centre du Soleil. C'est un chiffre qui est assez... Le seul chiffre qui soit un petit peu astronomique, je dirais, de toutes les thématiques. Sinon, après, l'activité solaire, c'est des éruptions en quelques minutes, quelques heures. Et l'impact sur Terre, c'est en quelques heures, voire quelques jours. Et l'éruption qu'on détecte à la surface donc du Soleil, a-t-elle mis 1 million d'années à provenir du centre du Soleil? Non, pas forcément ça. Là, c'est produit en quelques heures à la surface du Soleil. À la surface, ça vient pas de la profondeur. Non.
D'accord, ça on le sait. Non, ça on sait. On a une relativement bonne idée. Enfin, tout est lié à un paramètre qu'on appelle le champ magnétique. Voilà. Donc le champ magnétique du Soleil est un peu plus compliqué que le champ magnétique de la Terre avec son pôle sud, son pôle nord. Globalement, le Soleil, c'est pareil, un pôle sud, un pôle nord, mais il y a localement aussi des zones où ce champ magnétique va émerger et va se reconfigurer. Il va pas rester tel qu'il était quand il a émergé. Il va changer de configuration. Et en se reconfigurant, c'est ça ça va produire des éruptions et ça va émettre soit des particules et du rayonnement très énergétique qui lui va pouvoir nous parvenir en 8 minutes. Ça rappelle un petit peu les anomalies chez nous, non pas du champ magnétique peut-être, mais de la gravité par exemple. On a avec des masses plus ou moins importantes à la surface qui créent des pôles, quoi. Sauf que le temps de réaction est très court. Ah oui, bien sûr. Oui. Là, en fait, les éruptions, on va en suivre une. On pourra voir des images tout à l'heure. On peut en suivre une. Et en une demi-heure, 3/4 d'heure, pouf, ça saute. Et puis après, ça va mettre plusieurs heures à revenir à son état d'équilibre normal. Donc il faut être très vigilant. Et actuellement, malheureusement, les prévisions ne permettent pas de connaître à quelques minutes ou heures près le moment où une éruption va avoir lieu. C'est beaucoup moins précis que la météorologie sur Terre. Donc ce domaine-là, ça s'appelle la météorologie de l'espace. Je l'ai peut-être pas précisé avant. Et est-ce qu'on sait où est-ce qu'elles peuvent avoir lieu à la surface du Soleil ? Alors, on a une petite idée, oui. On a une petite idée parce qu'il faut quand même qu'il y ait... Donc, comme tout est lié au champ magnétique du Soleil, ça, on le voit. C'est en fait la manifestation la plus évidente, c'est ce qu'on appelle les taches solaires. Donc ça, on les voit. Il y a qu'à projeter l'image du Soleil sur une page blanche et vous verrez des petits spots noirs. Bon, les éruptions peuvent avoir lieu où il y a ces taches solaires. Donc déjà, on peut les localiser. On peut voir d'autres structures qui s'appellent des protubérances ou des filaments. Là, il faut un instrument qui regarde un peu plus haut, donc dans un domaine qu'on appelle le H-alpha, l'hydrogène, une transition de l'hydrogène bien particulière. Il y a des filtres pour amateurs qui existent pour ceux qui seraient intéressés pour observer le Soleil. Alors bien sûr, jamais directement, toujours avec une protection et toujours la protection devant l'entrée du télescope, pas à l'arrière. Voilà. Un petit pour ceux qui seraient tentés d'observer le Soleil dans vos auditeurs. Donc vous mettez un filtrage alpha devant. Donc ça s'achète, c'est pas trop donné, mais ça donne des super images. Et maintenant, vous avez des petites lunettes qui sont conçues pour ça, qu'on appelle des petites lunettes Lund, qui sont exprès pour regarder ce domaine-là. Donc vous voyez à ce moment-là des zones, des espèces de filaments sur le Soleil. Ces filaments peuvent être déstabilisés, et c'est ce qui va donner aussi les phénomènes les plus, en fait, géo-effectifs, ceux qui peuvent donner le plus d'impact négatif ou positif à travers les aurores, en fait, sur Terre. Donc on peut savoir à peu près là où ça pourrait se passer. Par contre, quand, on ne sait pas. Et si ça va se passer, c'est beaucoup plus incertain. Y a-t-il des liens, on a parlé des conséquences, on va dire techniques, physiques, mais sur le plan de la santé simplement? Il faut peut-être en parler aussi. Il y a peut-être des effets directs en fait, de l'activité du Soleil sur la santé de l'homme? Alors, sur la santé de l'homme au sol, non. Par contre, pour tout ce qui est personnel navigant, oui. Voilà. Donc, les personnels navigants sont une catégorie de travailleurs qui sont suivis parce qu'il y a une régulation internationale qui oblige ce suivi parce qu'ils sont soumis à des irradiations. C'est bien identifié. Par contre, ce qui est moins identifié, c'est les travailleurs qui se déplacent énormément pour leur travail en avion. Ah oui. Là, il n'y a pas de régulation pour eux. Oui. Et certains voyagent quasiment autant, si ce n'est plus, que les pilotes. Oui. Ou que les personnels de cabine. Ils sont exposés de la même façon. Oui. Voilà, faut pas les oublier non plus. Donc eux, ils sont pas, il y a pas de régulation autour, mais voilà. Donc toutes les personnes qui prennent l'avion régulièrement peuvent être soumises à ça. Parce que ce n'est pas une histoire d'être devant ou à côté du hublot. Non, a priori, ça passe les matériaux. Ça traverse complètement. Soyons clairs. Ouais. Quelles sont les altitudes atteintes par rapport, on peut parler de surface du Soleil, de ces explosions? Alors, au niveau de la Terre, vous voulez dire? Non, par rapport à quand le jaillissement de matière de gaz se fait par rapport à la surface du Soleil, ça atteint quelles altitudes, par exemple? Ah bah, ça va aller jusqu'à chez nous, hein. Les éruptions, ça expulse la matière jusqu'à chez nous. Donc, l'éruption elle-même, elle a lieu dans la couronne, c'est-à-dire à 1,2, 1,3 rayons solaires.
Oui. Voilà. Donc c'est des dimensions qui sont très grandes. Par rapport à la Terre, on est tout petit. On est tout petit. Voilà, c'est des éruptions qui vont faire plusieurs dizaines de fois la taille de la Terre, pour être clair. Donc ça permet de relativiser un peu la dimension des gens. Mais après, les particules qui sont envoyées dans le milieu interplanétaire, couvrent des surfaces très très grandes et vont se propager jusqu'aux confins du système solaire. Et observe-t-on les mêmes phénomènes sur d'autres astres que le Soleil, sur d'autres étoiles? Alors, on a repéré, des étoiles qui produisent ce qu'on appelle des flares, des éruptions. Oui, il y a des étoiles. Donc, on essaye de les détecter, c'est beaucoup moins facile. Oui, parce qu'elles sont des distances considérables. C'est des distances considérables. On essaye de les détecter en radio. Parce que le Soleil émet, alors bien évidemment en rayons X, gamma, donc des rayonnements très énergétiques, en optique, donc je parlais du H-alpha tout à l'heure, c'est une raie qui est dans le rouge, mais aussi en radio. Et une des spécialités de mon travail, effectivement, et du groupe dans lequel je suis, c'est d'observer le Soleil en radio. Donc on va observer quand on est au sol, entre 10 MHz et 4-5 GHz. Donc là, on va regarder vraiment ce qui se passe près du Soleil. Si on veut regarder ce qui se passe dans le milieu interplanétaire, il va falloir qu'on regarde en dessous de 10 MHz. Et puis, si on veut regarder les conséquences des éruptions solaires sur l'ionosphère de la Terre, donc une couche qui est atmosphérique de la Terre. Voilà, on va regarder à très très basse fréquence, on va regarder dans les domaines des very low frequency, VLF, donc entre 3 et 50 kHz. Voilà, donc ça c'est plutôt mon travail là actuellement. Voilà. Et alors sur quoi se porte exactement ou quels sont les résultats que vous espérez obtenir? Alors, sur les enjeux par rapport à ce travail-là, alors il y a un double enjeu, je dirais. Le premier enjeu va être scientifique. C'est de comprendre comment l'ionosphère réagit à un forçage qui peut venir de deux origines, en fait. Du Soleil ou des éclairs d'orage. Ah oui. Donc ça, c'est important aussi dans le cadre du réchauffement climatique, non pas parce que le nombre d'orages sera plus important, mais parce qu'ils seront plus violents. Oui. Donc il y a des relations directes. Donc les éclairs, on ne va pas s'intéresser à ceux qui vont vers le sol, mais ceux qui vont vers l'ionosphère. Et ça peut perturber toute cette zone-là. Donc on essaye de comprendre à quelle vitesse l'ionosphère va réagir à ces sollicitations, à ces forçages, comme on dit, et en combien de temps est-ce que ça va récupérer. Est-ce que l'ionosphère va se remettre dans son état stable, normal? Donc ça, c'est les enjeux scientifiques, et avec à côté des enjeux sociétaux qui vont être d'essayer de donner l'état actuel de l'ionosphère, c'est-à-dire de dire attention, il y a un flare qui est en train de se faire, une éruption solaire qui est en train d'arriver, elle est de tel type, elle est de telle amplitude, de telle force. Et pourquoi? Parce que ça va avoir une conséquence directe sur l'absorption des rayonnements HF, haute fréquence, donc autour de trentaine, cinquantaine de mégahertz, ce qui sont utilisés par différents opérateurs, civils ou militaires, pour l'atterrissage des avions, dans les phases d'atterrissage des avions. Donc l'aviation civile est très intéressée par ce domaine-là. C'est utilisé aussi pour les communications longue distance, transhorizon. Voilà, il y a pas mal d'applications aussi dans les domaines du secours, sur des zones un petit peu critiques où c'est difficile d'avoir des communications. Ça, c'est des appareils qui peuvent être apportés facilement, mais encore faut-il pouvoir communiquer. Donc on va s'intéresser à cet aspect-là, d'essayer de prévoir, ou de dire au moins, faire ce qu'on appelle du nowcast, de la prévision temps réel de l'état de l'ionosphère, de dire voilà, il y a une éruption actuellement en cours, elle est assez forte, voilà le type d'absorption qu'on peut avoir. Donc pour ça, j'ai besoin de pouvoir observer le Soleil tout le temps. Et là, on a le jour et la nuit. Donc je suis en train de déployer un réseau d'antennes VLF, donc Very Low Frequency, 350 kHz, à travers les territoires français autour de l'équateur. Donc là, je me prépare pour partir à La Réunion d'ici un mois à peu près, pour pouvoir implanter une antenne là-bas. J'espère pouvoir ensuite en implanter une en Polynésie. Donc la première antenne va permettre aussi de surveiller l'état de l'ionosphère au-dessus des océans. Par définition, on peut pas mettre d'instruments sol sur ces zones-là. Si on devait se référer aux satellites, ils ne reviennent sur cette position-là que toutes les heures et demie. Oui. Et la durée d'un flare, ça peut être 1 heure et demie. Oui, donc en fait, on risque de le louper complètement. C'est ça. Donc il faut une surveillance continue
de ces zones-là. Donc, à La Réunion, je peux surveiller l'océan Indien. De Polynésie, je peux surveiller tout l'océan Pacifique. Avec l'antenne que l'on a actuellement en Sologne, à l'observatoire de radioastronomie de Nancy, qui aussi dépend de l'observatoire de Paris, on peut surveiller déjà tout l'Atlantique Nord. Voilà. Et bon, qui n'est pas un territoire français, mais on a un télescope qui est là-bas. Je vais aussi aller prospecter du côté des îles Canaries et de Tenerife pour voir si on peut mettre une antenne à l'Instituto de Astrofísica de Canarias, où il y a déjà un télescope français qui est par là-bas. Le site de l'implantation de cette antenne à La Réunion est-il déjà décidé ? Le site est décidé, ça sera à l'observatoire du Meido, donc un observatoire du CNRS, de l'INSU. Donc on est en train de voir avec les collègues pour l'implantation proprement dit, voilà, régler tous les petits détails et comme on sait, le diable se cache dans les détails. Et en Polynésie, où espérez-vous le mettre ? Peut-être le sujet n'est-il pas totalement abouti ou défini ? Alors en Polynésie, tout reste à faire pour l'instant. Donc si vos auditeurs polynésiens m'entendent, voilà, je prendrai contact. Et il y a déjà un observatoire de l'INSU là-bas, donc je vais prendre contact avec eux. Quelle taille faut-il l'antenne est toute petite, l'antenne c'est du fil. C'est un morceau de fil qu'on va tendre et qui va faire, disons à la base 4 mètres, en hauteur 2,50 m. Donc une orientation nord-sud, une orientation est-ouest, et puis c'est tout. Et sur le toit d'un immeuble, ça pourrait suffire ? Alors, et par contre, on est très sensible à la pollution électromagnétique. Ah oui, il faut pas qu'il y ait de pollution à ces fréquences-là. Et généralement, les immeubles rayonnent énormément par les machines à laver. Je les ai bien détectées ici. Il y en a une au château, par exemple, qui est très isolée, là, vers chez nous. Et en fait, une machine à laver était en route et on l'a bien vu. Tout ce qui est climatiseurs sont une catastrophe pour nous. Ah oui, donc faut plutôt un site à la campagne, loin d'une habitation. Voilà, faut essayer d'être le plus éloigné possible des habitations, mais par contre, le PC et puis l'électronique qui va avec doivent être dans un bâtiment. Donc il faut réussir à conjuguer les deux, être suffisamment éloigné, mais pas trop, pour pouvoir bénéficier du réseau Internet, du réseau électrique. Voilà quoi. Y a-t-il des liens avec d'autres observatoires, d'autres laboratoires dans d'autres pays qui travaillent sur les mêmes sujets et avec qui vous pouvez partager vos données et puis avancer sur des conclusions ou des... Absolument, on a des collègues. En fait, l'instrument que j'utilise est développé par des collègues américains de l'université de Géorgie. Pour l'analyse de données, on travaille avec d'autres collègues de Boulder qui nous ont fourni aussi un code de propagation de ces ondes pour essayer de simuler et de comprendre pourquoi on a le signal que l'on a et déduire après les propriétés de la densité électronique, la propriété de l'ionosphère. On travaille aussi avec un collègue anglais du British Antarctica Survey. Qui lui est en Antarctique ? Non, alors son institut a des instruments en Antarctique. Lui a des instruments dans les régions nord. Nord de l'Angleterre ou... Nord de Antarctique. Arctique, pardon. D'accord, ok. Voilà. Et aussi dans le nord de l'Angleterre, aussi en Écosse. En Écosse. Voilà. Donc, en fait, oui, ça c'est un point important aussi. Le réseau que je suis en train d'essayer de monter va être un peu complémentaire à ce qui existe déjà, puisqu'on a déjà des réseaux qui surveillent le pôle nord, ce qui se passe dans les régions arctiques, puisqu'il y a d'autres phénomènes d'excitation qui ont lieu, de forçage, qui ont lieu dans ces zones-là. Moi, je me concentre sur le soleil et les éclairs d'orage. Franchement, les éclairs, vous arrivez à deviner, à supposer où est-ce qu'ils vont arriver et quand ils vont arriver, tellement, ça paraît tellement bref que ça doit être excessivement difficile de se dire tiens, il va y en avoir un là. Alors il y a un réseau, on va pas les prévoir parce qu'effectivement il y en a partout pour avoir des cartes où actuellement il y en a des milliers à travers le monde et on reçoit tous les éclairs qui ont lieu à travers tout le monde. C'est-à-dire que là, moi je reçois de Nancy des éclairs qui sont peut-être émis en Afrique. Oui. Ça se propage très très bien, ces fréquences-là. Il y a quasiment pas d'absorption. Ça se propage. Un éclair très très fort peut faire 2-3 fois on peut avoir la signature après qu'il ait fait 2-3 fois le tour de la planète. Alors, un éclair, déjà dans la définition, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui s'intéresseraient? Qu'est-ce que c'est physiquement, matériellement? Alors, un éclair, c'est un transfert de matière, c'est de l'énergie seulement, c'est des électrons qui se propagent. C'est un courant électrique. Un courant électrique qui va se propager. Voilà, qui va se propager, qui va être de plusieurs kiloampères. Et qui peut se propager sur des kilomètres. Voilà. Alors, ça va pas se propager sur les kilomètres. Ce qui va se propager, c'est les ondes VLF qui vont être générées
via ces éclairs. Donc là, ce sont les éclairs qu'on voit en montagne l'été chez nous voilà, en France. c'est ça. Enfin, Et alors nous, on va être intéressés par un autre phénomène, des éclairs qui vont se diriger vers le haut, qui sont pas exactement comme les éclairs dont on a l'habitude, les petits zébras blancs là qu'on voit à la télé. C'est surtout là, on est un petit peu poétique de ce côté-là, on les appelle des sprites, des elfes. C'est des bouffées en fait de particules et ça donne des projections rouges, mais très très rapides, encore plus rapides que les éclairs. Donc il faut vraiment des caméras ultra rapides pour les voir. On peut les voir aussi à l'horizon quand l'orage est à l'horizon. Il faut regarder au-dessus. Il faut une caméra là, parce que l'œil nu vous pourrez pas le détecter. C'est pas assez intense, c'est beaucoup trop rapide pour l'œil. Ah, oui. Et d'autres structures, donc on appelle des elfes, qui font des dégradations autour de l'ionosphère, autour de la zone d'orage sur une centaine de kilomètres. Centaine de kilomètres de diamètre ? De diamètre. Ah oui. Voilà, donc ça peut impacter, et en fait ces structures-là, on a un petit peu de mal à comprendre leur origine, l'impact sur l'ionosphère, les couplages qu'il y a entre la partie neutre de l'atmosphère et l'ionosphère. Donc c'est étudié, ça a été découvert il y a une trentaine d'années, donc c'est relativement récent par rapport à beaucoup d'autres phénomènes. Donc il reste encore beaucoup de choses à comprendre de ce point de vue-là. Je reviens à votre réseau d'antennes que vous cherchez donc à développer, parce qu'il faut quand même savoir que l'observatoire, il me semble qu'il y a un peu plus de 300 chercheurs, il y a à peu près 600 personnels en tout, c'est assez conséquent. J'imagine que sur ces 600 personnes, il y a aussi donc une part de chercheurs, il y a des étudiants, il y a des doctorants, et puis il y a aussi pas mal d'administratifs pour vous aider à mettre en place toutes ces antennes. Il faut avoir des autorisations, il faut avoir ne serait-ce que réserver des billets, réserver de la place sur les lieux pour le faire. Comment, j'imagine que vous ne faites pas tout toute seule. Absolument, vous pointez bien un point essentiel, c'est-à-dire que dans le domaine de la recherche, il y a les chercheurs, mais il n'y a pas que, et loin s'en faut. Il y a ce qu'on appelle des ITA, pour faire un résumé, des ingénieurs, des techniciens et des administratifs. Et sans eux, en fait, le chercheur, il n'est pas grand-chose. Donc chacun a son rôle, et le rôle des administratifs est essentiel aussi, puisqu'effectivement, on doit partir en mission, on reçoit des budgets assez conséquents de différentes agences, alors qu'elles soient régionales, nationales, comme l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qu'elles soient internationales à travers l'Europe, ou à travers les agences spatiales. Par exemple, mon laboratoire travaille beaucoup dans le domaine du spatial, donc reçoit aussi des budgets de l'ESA, de la NASA, de la JAXA. Tout ça, bien sûr, a ses propres règles d'administration. Et il faut comprendre ce qu'on peut faire avec les budgets que l'on reçoit en fonction de l'origine de ces budgets. Oui. Et donc, c'est des budgets assez conséquents, de plusieurs millions d'euros. Il est essentiel d'avoir un staff administratif super pointu. C'est fini la secrétaire qui tapait l'article du Grand Ponte. C'est fini maintenant tout ça. On tape nos articles nous-mêmes, voilà. Par contre, la technicité des administratifs maintenant est très grande pour faire les missions, pour faire suivre les budgets, et puis pour nous aider dans toutes nos tâches quotidiennes. Ça vous évite en quelques mots de devenir chercheur, mais en administration, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Même si on a notre part quand même, il reste encore une part à faire, mais il y a une grande part, heureusement, on ne peut pas le faire. C'est impossible. De même que pour les sujets techniques, le chercheur va avoir une idée, mais n'a pas la compétence dans tous les domaines, électronique, informatique, optique, etc., pour le faire. Donc on travaille en étroite collaboration avec nos collègues techniciens et ingénieurs qui, eux, ont cette technicité. Nous, on sait ce qu'on voudrait. Donc on leur dit, voilà, je veux mesurer ça avec telle précision, à telle vitesse, etc., etc. Donc on donne tout le contour, et lui il va nous dire, c'est bien ton truc, mais ça je peux faire, ça plus ça va être compliqué. C'est deux paramètres en même temps. Donc qu'est-ce que tu préfères, que je sacrifie un peu ce domaine-là, ou voilà, ou trouver de nouvelles solutions au contraire, où on dit non, c'est vraiment indispensable qu'on ait les deux. Voilà. Voir comment on peut optimiser vraiment pour avoir les meilleurs résultats. Vous voit-il arriver un petit peu comme vous pouvez voir arriver le professeur Tournesol, ce cher capitaine Haddock, avec des idées plein la tête, mais pas les pieds sur terre? Oh, probablement un peu, oui, bien sûr. Et je pense que c'est le jeu aussi. Quelqu'un qui viendrait, qui a des idées de choses qu'on a déjà fait 10 fois, ça va pas les intéresser. Parce qu'eux aussi, ils font de la recherche quelque part, dans leur domaine. Leur refaire faire pour la énième fois ce qu'ils ont déjà fait, ça les intéresse pas.
Ce qui les intéresse, justement, c'est un peu professeur tournesol avec respect de leur travail. Mais effectivement, c'est probablement ce qui les intéresse le plus, d'avoir quelque chose, un défi, quoi, à faire. On est dans le monde de la recherche, quand même, ici. Donc, et recrutez-vous en ce moment, justement, dans ces différents corps? Alors, on aimerait recruter. Effectivement, on a des gens compétents, on a des gens formés, on a des gens volontaires pour venir. Maintenant, le recrutement en France est compliqué, que ce soit au niveau des ITA ou des chercheurs. Oui. Bon, voilà, c'est les concours CNRS, c'est quelques chercheurs par an, 5-6 au niveau national, pour près de 200 candidats. Et la situation des ingénieurs et techniciens est presque pire. Donc, c'est une vraie source de préoccupation actuellement pour pouvoir maintenir notre compétence, puisque tout ce qu'on va développer dans mon laboratoire, donc un laboratoire instrumental, on travaille sur des temps longs. Une mission spatiale, pour se mettre en route, c'est 10-15 ans. Donc on a besoin de former, et une fois qu'on a formé les gens, on veut pas qu'ils s'en aillent, puisqu'on a investi dans leurs compétences, on les a fait monter en maturation en termes de compétences. C'est toujours un drame que de perdre quelqu'un. Mais j'imagine des attraits très forts aussi par ailleurs. Quelqu'un qui a je sais pas, mettons, ce que le grand public peut imaginer, une offre d'embauche de la NASA, est-ce que ça se refuse? Ah, de la NASA, ça s'en refuse pas, non. Mais ils ont une capacité plus grande que nous d'embaucher. Donc, effectivement, nous, c'est notre fierté éventuellement aussi d'avoir formé quelqu'un qui va être recruté à la NASA, que ce soit dans les chercheurs ou dans les ITA, c'est clair. Mais il faut aussi que nous, on arrive à survivre. Donc c'est un monde quand même très compétitif, c'est pas le monde des bisounours, le monde de la recherche. Donc voilà, les États-Unis, le fonctionnement est un peu différent, c'est leur salaire qui dépend aussi des projets de recherche qu'ils obtiennent, contrairement à la France où nous on est donc fonctionnaires, donc on n'a pas ce type de préoccupation. Donc il faut exister dans le milieu, il faut être présent pour pouvoir avoir des missions spatiales. Le fait d'être sur une mission spatiale permet aussi d'avoir accès aux données de l'ensemble du consortium. Parfois, les données restent dans les équipes pendant 1 an, par exemple. Donc là, c'est là que se font les découvertes. Donc voilà, il faut être présent absolument. Et si on n'a plus la compétence pour faire ou le nombre d'ITA pour développer les instruments, on peut pas. On pourra plus être dans les consortiums et donc on va disparaître petit à petit. Donc ça, c'est un vrai souci et un vrai combat de tous les jours pour pouvoir continuer à faire comprendre ce message qu'on a besoin absolument de recruter si on veut toujours être présent. Et personnellement, depuis combien de temps êtes-vous à l'Observatoire de Paris ? Alors, j'ai été recruté en 1996. Je n'étais pas à l'Observatoire de Paris, donc sur le site de Meudon où on est aujourd'hui. Oui. J'étais aux Canaries. Il y a un télescope à l'époque franco-italien qui s'appelle Thémis. Donc, j'étais recruté pour être l'astronome de support là-bas. Donc, je suis resté pendant 8 ans et puis je suis revenu après en France en 2004 pour... Voilà, j'ai changé de domaine. Après, je suis passé donc de l'optique à la radio. Voilà, donc depuis 96, je suis à l'Observatoire de Paris. Et dernière question, pourquoi le soleil ? Est-ce que vous êtes plus intéressé par le soleil parce qu'on le voit de jour et que ça vous permet de dormir la nuit ou... Alors, il y a un peu de ça, mais pas uniquement. En fait, je pense que je sais depuis l'âge de 3 ans que je veux faire de l'astronomie. Quand j'étais en voiture avec mes parents, je regardais dehors et bon, j'étais toujours fasciné par les étoiles. Un peu plus tard, on m'a dit « Qu'est-ce que tu voudras faire plus grande ?» J'ai dit « Je veux regarder les étoiles ». Après, j'ai su que ça s'appelait un astronome, donc voilà, mon vocabulaire s'est enrichi. Par contre, le domaine d'astronomie n'était pas encore clair pour moi. Parce que c'est vaste, justement. C'est vaste. Aussi grand que l'univers. Voilà, c'est aussi grand que l'univers, donc il y a vraiment de tout. Et la décision, en fait, est liée à un camp d'astronomie que j'animais avec d'autres animateurs, bien sûr. Et un matin, on a passé toute la nuit à observer et il fallait redescendre la montagne et j'étais trop fatigué. Je me suis dit non. Donc, j'ai pris la bâche d'un télescope et j'ai dormi dedans, en pleine montagne. C'était génial. On était 2 animateurs. Il y en a un qui avait sa toile de tente et puis moi, j'ai dormi dans la bâche d'un télescope. Ça allait très bien. Et le lendemain matin, avant de descendre, on s'est dit tiens, on va regarder le soleil. Avant d'aller aller à la réunion pédagogique, on va regarder le soleil. Et il avait un filtre H-alpha et un autre qui permet de garder bien les protubérances. Et là, on a vu la protubérance évoluer en temps réel. Et là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je regardais parce que, en fait, c'est le côté dynamique du soleil qui m'intéressait.
Alors ça aurait pu être Jupiter aussi. Parce que Jupiter a aussi une activité qui est de l'ordre de la durée de vie humaine, je dirais. Moyennant quoi, j'ai jamais travaillé vraiment sur les protubérances, mais le dessin était fait, effectivement, et puis bon, peut-être le côté un petit peu plus facile pour le côté social, mais ça passe qui a primé en fait. Voilà, j'aurais pu très bien aussi faire quelque chose en astronomie nocturne sans problème. Merci beaucoup, Karine Briand. Je vous remercie.